Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec Bruno Bonnel de La République En Marche, Amine El Khatmi, président du Printemps républicain, et Maxime Yeddo, journaliste et essayiste. On va écouter ce qu'a dit Éric Zemmour ce matin à propos d'Emmanuel Macron. Attention, propos incendiaires. Emmanuel Macron, il est le grand vide. Il est si vous voulez, c'est un adolescent qui se cherche. On a l'impression d'un type qui n'est pas fini. On a l'impression de quelqu'un qui n'a pas en fait les idées claires sur rien. Qui un jour va dire l'OTAN est en état de mort cérébrale, et puis le lendemain va faire des mamours aux Américains qui l'ont humilié et qui nous ont humiliés. Ce type n'est pas fini. Ce type dit tout et le contraire de tout. Donc moi, je dis oui, Emmanuel Macron, c'est le vide et c'est un adolescent qui n'est pas fini. Bruno Bonnel, votre réaction? Ma réaction, elle est que quand on en est à utiliser ce genre d'argument dans tout débat, dans toute discussion, c'est que le grand vide, c'est à l'intérieur qu'il est, c'est pas à l'extérieur. Donc on essaye de trouver des prétextes, des excuses. Alors, en café comptoir, c'est sympathique. Quand on veut être président de la République, c'est ridicule et c'est dangereux. Donc moi, je crois que ça n'a pas à être qualifié plus que ça. Aujourd'hui, quand on est un homme politique, dans la rue, on se fait insulter en permanence. C'est le nombre de fois qu'on m'a dit que j'étais un nul, un ringard, un profiteur, etc. Et probablement, après une émission comme ça, on va me le remettre encore sur tweet. Donc le sujet de l'agression personnelle, c'est pas ça. Mais quand c'est un candidat à la présidence de la République qui utilise ce type d'argument publiquement, alors que, en plus, Emmanuel Macron n'est pas en face de lui pour répondre. C'est-à-dire qu'il est là dans une espèce de diatribe logorée verbale, qui en plus n'a pas de sens pour les gens. Il n'a jamais dit qu'il était... quand il a dit l'OTAN est en mort cérébrale, il voulait dire mobilisez-vous. Ça n'a rien à voir avec la deuxième partie de la phrase sur les Américains. Donc, mais c'est compliqué à comprendre pour les gens. Ce genre d'attitude nous montre simplement que ça panique. Je l'ai déjà dit sur votre plateau, je continuerai à le dire. Les sondages remontrent que le plafond de verre, il est là, même pas sur la loi Carrez, c'est-à-dire qu'il est très très petit. Et à mon avis, c'est la panique à bord. Donc je vais dans l'outrance en espérant continuer à stigmatiser mes fans. C'est une stratégie, Amine El Khatmi, ces mots très clivants, cette violence dans les propos. Oui, mais c'est une stratégie dont on peine à voir quel résultat elle va rapporter, si ce n'est que les gens vont trouver que cet homme est définitivement disqualifié pour occuper toute fonction. Il y a toujours de la violence dans une élection présidentielle. Enfin, il n'y a pas une élection qui a été un salon de pianistes distingués qui s'échangent. C'est toujours très violent, c'est toujours. Mais ce qui est étonnant, c'est que là, c'est une violence sur la personne. C'est très rare qu'on ait ce niveau de violence qui est quasiment physique, parce qu'il parle d'adolescent qui n'est pas fini. On sent bien d'ailleurs le sous-entendu sur la vie privée, sur la différence d'âge avec Brigitte Macron, la professeure qui a pris en main le jeune adolescent pas fini. On voit bien ce qu'il ne dit pas, mais ce qu'il laisse sous-entendre derrière. Et par ailleurs, quand il y a de la violence dans une élection présidentielle, souvent c'est à la fin. C'est en avril, quand les esprits s'échauffent, c'est l'entre-deux tours, quand on est bloc contre bloc, et que les porte-paroles, là aussi, ne retiennent plus les coups. Mais un tel niveau de violence, à la fois concentré sur la personne, et en décembre, j'ai 33 ans, donc je ne peux pas dire que j'ai un souvenir de toutes les présidentielles, mais en tout cas, les 3 dernières que j'ai suivies un peu de près, j'ai rarement vu assister à un tel niveau de violence. Maxime Yeddo. Et je pense que encore plus jeune. Oui, donc moi j'ai souvenir que d'une élection présidentielle, c'était 2017. Donc le reste, c'est des images en noir et blanc. Non, plus sérieusement, les excès comme ça font passer totalement à côté du réel sujet que finit de décrire Éric Zemmour à la fin de sa phrase. C'est-à-dire qu'au-delà des excès et puis de la nullité du propos, parce que ça n'apporte rien sur Emmanuel Macron adolescent, c'est la fin qui est importante. C'est qui dit tout et le contraire de tout. C'est ça qui est assez juste. Et c'est ça qu'à mon sens, il est important de viser. Personne n'a compris, on va dire, les mots qui n'ont jamais été aussi durs de, par exemple, Jean-Yves Le Drian le lendemain, on va dire, de l'annulation du contrat des sous-marins, pour ensuite, quelques semaines après, voir Emmanuel Macron et Joe Biden, on va dire, comme des adolescents amoureux. Oui, ça, évidemment, je pense que ça a pu choquer quand pendant 2 semaines, on a dit que les États-Unis n'étaient pas un allié faible, que c'était choquant. Ça a pu aussi choquer le fait qu'Emmanuel Macron dise, par exemple, que Alcatel, le fait que ce soit vendu, ce soit formidable, c'était une opportunité pour les salariés, et qu'aujourd'hui,
aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant on va dire, de démissions à Alcatel. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi. C'est bizarre, en effet, d'entendre aujourd'hui Macron, dans le plan de la France 2030, dire et tout d'un coup de vanter l'industrialisation de la France quand il a vendu Alstom avec aujourd'hui les effets qu'on connaît. C'est très bizarre, en effet, de voir Emmanuel Macron vanter un certain nombre de choses pour ensuite, on va dire totalement l'inverse. Oui, bien sûr que ça c'est important, mais derrière les excès, derrière les attaques qui sont en plus personnelles que politiques, on passe totalement à côté du fond. Et je pense en plus que pour les électeurs, ça ajoute une sensation de dégoût. Il y en a beaucoup dans tous les sondages dont on parle qui sont déjà pas beaucoup intéressés par la présidentielle. Si en plus on leur offre un spectacle politique aussi minable que celui-ci, on va se retrouver avec une abstention de 50%. Vous exagérez. En tout cas, je suis assez d'accord. Est toujours un moment de mobilisation. Oui. Bruno Bonnel, Écoutez, moi, je suis pas sûr. Je suis prêt à faire le pari que s'il n'y a pas un grand réveil, on aura un record d'abstention pour une présidentielle cette fois-ci. Mais bon, en dehors de ça, très bien, on fait un pari, on verra bien. De toute façon, on est encore qu'à 4 ans. Parce que c'est bien gentil les paris comme ça. Mais ça, on en parlera hors antenne. Mais par contre, mais je voudrais rebondir sur l'histoire quand même du mythe de Macron qui change comme une girouette d'opinion sans arrêt. La politique, la politique, ce n'est pas du yaka faucon. C'est aussi on s'ajuste aux aléas et on a le droit d'avoir des positions. Les négociations diplomatiques, c'est d'abord prendre des positions de force pour ensuite négocier des choses. Et aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui s'est passé une fois que ces positions ont été prises publiquement. Donc il faut arrêter aussi cette espèce de fantasme de la transparence. Un exemple parmi d'autres. Non, mais en tout cas pour celui-là, si vous êtes capable de me l'expliquer, j'arrête de critiquer l'ambivalence. Sur l'industrialisation. Dire à Arnaud Montebourg qui veut résister contre la vente d'Alstom, dire vous savez ici on n'est pas au Mexique, on laisse les gens racheter Alstom, et aujourd'hui dire que l'industrialisation c'est important pour qu'ensuite dans les coulisses de l'État on essaye de racheter Alstom par EDF. Oui, si un tel, on va dire, bouleversement est capable d'être explicable, je veux bien vous entendre. En tout cas, ça serait un petit peu long techniquement, mais oui, c'est absolument possible. Non, parce que les machines ne sont pas les mêmes. C'est parce qu'on a une marque Alstom à un moment donné, et on en a une autre à un autre moment. On l'a connue par exemple pour des sociétés comme Thomson qui ont transformé. Elles étaient des grosses sociétés industrielles, sont devenues finalement une espèce de réserve de brevets. C'était pas la même chose, c'est pas la même valeur. Mais tout ça est très compliqué à expliquer en zappant. Non. Derrière ça. La création d'emplois industriels, c'est une réalité sous ce mandat. Donc ça veut dire qu'il y a des transferts. Vous parlez du pic de la réindustrialisation qui fait aujourd'hui la une des Échos. On apprend que 83 réindustrialisations, tout le monde s'en vante, mais c'est que 2500 emplois. Et finalement, les grandes entreprises françaises, oui, mais le papier précise bien la nuance. Le papier précise bien, toutes les grandes entreprises françaises type Renault et autres continuent à délocaliser parce que ce qui les intéresse, c'est un coût de production plus bas. Donc c'est pas non plus une victoire écrasante. Vous savez, il s'est passé dans notre histoire des choses importantes, mais la révolution industrielle, par exemple, elle a vu disparaître l'industrie qu'on appelait de l'hypomobilité, c'est-à-dire les gens, les cochers, les gens qui s'occupaient de faire des calèches, etc. C'était 1 million d'emplois. Ils ont disparu en 1950. Il n'y en avait plus. 4 millions d'emplois créés entre-temps par l'industrie automobile qui les a remplacés. C'est ce mouvement-là. Le vrai grand remplacement que M. Zemmour devrait souligner, c'est le remplacement technologique qui fait qu'on est dans un bouleversement. Il faut former, ça prend du temps, il faut y croire, il faut pousser. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses dont on se prise. On peut très bien prendre par exemple la fonderie SAM dans l'Aveyron. Aujourd'hui, Renault est actionnaire à 15% et Bruno Le Maire explique qu'en réalité, ce qui est le plus important, c'est de les former, alors qu'on sait tous que c'est des compétences dont on a besoin. Et ça, c'est pas une question d'emploi qui va se transformer, c'est une question d'emploi qu'on lâchement on abandonne et ça représente 350 emplois. Et ça, c'est assez peu explicable. D'abord, ce n'est pas vrai qu'on les abandonne. On cherche à les former, on cherche à les requalifier. Mais ça veut dire qu'on ne les abandonne pas. Arrêtez de dire un mot pour un autre. C'est pas on les abandonne, c'est qu'on les jette pas dans la rue. On essaye de trouver des solutions d'avenir. Précises, utiles pour les métiers d'avenir, et vous les abandonnez parce que vous allez les former à faire autre chose. Je ne suis pas ministre de l'Industrie. Ce que je peux vous dire, c'est ce que je peux vous dire, c'est que la réflexion qui est menée aujourd'hui, c'est bien de transformer ces métiers, de ne pas les abandonner et de ne pas faire du raccourci trop systématique dans, je vous dis, un monde qui change et qui se transforme fondamentalement. Ceci dit, c'est un vrai débat en lui-même, ça nous écarte un petit peu de moi. Mais ce que je réfute, c'est cette idée de vide, cette idée de dire on change d'avis sans arrêt et on ne construit pas une stratégie. La stratégie de la construction de la réindustrialisation de la France, elle est claire, elle est affirmée, elle fonctionne. Ce sera un vrai axe Amin El Khatmi de la campagne contre Emmanuel Macron, évidemment. Le changement de cap. Le changement de cap. Oui, on sait que c'est ce qui lui est reproché, mais c'est la nature même de ce qu'il a construit sur le plan politique, le fameux et en même temps, de vouloir mettre autour de la même table des gens qui venaient effectivement plutôt de la droite républicaine, du centre gauche, du centre droit, du centre tout court. Ça lui a été reproché sur des sujets, notamment sur la laïcité, où effectivement on a eu le sentiment qu'il avait tendance à la fois à flatter une aile, disons un peu multiculturelle,
multiculturaliste, anglo-saxonne, à la Aurélien Taché, je le cite, c'est le plus excessif, mais il y en a d'autres qui sont sur cette ligne et qui sont moins outranciers que lui, et en même temps, dans d'autres discours, à flatter une aile universaliste, attachée à une conception de la laïcité à la française. Il a plutôt fait un virage sur le côté universaliste sur ce sujet-là, mais sur d'autres sujets, c'est vrai que il va sans doute devoir préciser un peu sa pensée. Alors, il est sur le terrain là, pendant 2 jours, d'abord dans le Cher et puis l'Allier. L'idée, c'est de montrer aux Français à quel point il est proche d'eux, à quel point il est à l'écoute dans une France apaisée, parce que et c'était la vraie réponse en réalité à la violence d'Éric Zemmour ce matin. C'était de montrer que, le président de la République peut se promener comme il veut dans les rues de France, qui peut rencontrer les Français et avoir un dialogue apaisé avec eux. Et ça, c'était sa plus grande réponse, au fond, à ce qu'a dit Éric Zemmour, Bruno Bonnell. Vous savez, je crois que quand on est sur le terrain, comme j'ai été à Amiens la semaine dernière avec le président de la République, oui, c'est un homme qui, dans sa proximité, est très proche des Français. C'est encore une fois encore un mythe qui a été fabriqué par l'opposition, hors sol, que n'ai-je entendu, qu'il y a de la distance. Non, dans la réalité, quand il est sur le terrain avec des gens, il est vraiment. C'est aussi une caractéristique, je crois, une force d'un président de la République, c'est d'arrêter de lire l'histoire de France dans les livres, mais de la lire sur le terrain. Les grands présidents de la République ont été sur le terrain. Moi, je ne sais pas ce que les gens pensent, vous voyez, à l'opposé de ce que j'ai voté en 81. Valéry Giscard d'Estaing, quand il a commencé à aller chez les gens, ça a été à l'époque une révolution. C'était en noir et blanc pour faire le rebond. Je me rappelle de déjeuner avec les éboueurs et avec les familles françaises. Cette proximité, c'est une sophistication qu'ont les grands présidents de la République. Il faut arrêter de dire la France, elle se lit dans l'histoire. Elle se lit aussi le sur choix le du territoire. L'Allier, le Cher, on est en plein cœur d'une France périurbaine, rurale, qui a été un fort foyer de mobilisation des Gilets jaunes, avec des thématiques sur les déserts médicaux, sur la fermeture de lignes ferroviaires, la disparition des services publics. Il y a notamment un sujet de désenclavement dans l'Allier, enfin en Auvergne en général, c'est la ligne Clermont-Paris, qui est une catastrophe. Tous les élus locaux, les maires de Clermont, de Vichy, de Moulins-sur-Allier, de Nevers, vous mettez plus de temps pour faire Paris-Clermont que pour faire Paris-Marseille-Saint-Charles, qui est 200 km plus au sud. Et Lyon-Clermont. Et Lyon-Clermont, mais il y a de vrais sujets avec une France populaire, une France rurale qui mérite qu'on s'y arrête. On fait une toute petite pause. On va retourner sur le terrain. On écoutera Emmanuel Macron à l'épreuve du réel, puisqu'il discute avec une dame, une retraitée, qui lui dit mais non, en fait, ce que vous avez promis, ce n'est pas tenu. On en débat dans un instant.